messieurs, bonsoir et bienvenue à cette remise du prix Étienne Dolet. Je vous remercie d'être présents si nombreux. C'est la deuxième édition de ce prix et nous sommes heureux de voir que voilà, une assistance se réunit. L'assistance, j'ai pu comprendre, venue de loin, de plusieurs pays, de plusieurs langues. Il s'agit de la deuxième édition de ce prix, après celle de la première ayant eu lieu l'an dernier. Et il s'agit pour ce prix de distinguer des figures de traductrices et de traducteurs, de les faire sortir de l'ombre. Blanchot disait que les traducteurs sont les maîtres cachés de notre culture. Eh bien, il s'agit justement de les révéler au moins quelques instants, puisque la traduction se passe toujours, malgré tout, dans cette zone qui est à la fois de révélation et peut-être d'un certain voilement aussi. Je voudrais simplement dire deux toutes petites choses à propos justement de la lauréate de cette année. D'abord, je suis particulièrement heureux que de nouveau la traduction de poésie soit à l'honneur, puisque la traduction de poésie est encore plus en arrière ou cachée que la traduction d'autres genres. Un autre point, c'est que Mireille Genzel traduit plusieurs langues, donc l'allemand et le vietnamien, qu'on entendra ce soir, et je trouve que traduire plusieurs langues est quelque chose d'important, et quand ce sont deux langues qui correspondent à des visions du monde qui sont si différentes, qui sont aussi de deux pays aux antipodes l'un de l'autre, c'est particulièrement fascinant, et je pense que nous entendrons des propos très beaux là-dessus, sur ce point tout à l'heure. Et puis enfin, Mireille Genzel a écrit un livre sur la traduction avec la métaphore de la transhumance, et il y a beaucoup de métaphores en traduction, le passage, le monnayage, le fleuve, etc. Et la transhumance est une nouvelle métaphore que je trouve très très belle. Et dans le livre est illustré par une photographie où on voit un berger de dos avec un parapluie, dans des gorges, avec un immense troupeau de moutons. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que ce berger, qu'on ne voit pas, est nommé. Il s'appelle donc René Alcazar, et il est nommé dans le livre. Et donc le berger, lui aussi, même étant celui si important dans sa fonction, mais parfois si ignoré, eh bien, lui aussi est présent. Ce que je voudrais dire, c'est que le prix est doté d'une somme d'argent et que j'indique parce que c'est important pour la reconnaissance. Ce n'est pas une somme aussi importante que nous voudrions, mais c'est tout de même la somme de 3 500 € et qui donc correspond quand même à une certaine somme et qui montre que nous essayons d'attacher du prix à la traduction et que ce prix soit digne et récompense une véritable œuvre. Voilà, donc avant de vous céder la parole, eh bien je vous souhaite avant tout, je vous félicite, excusez-moi, parce que le protocole n'était pas très... Je vous félicite chaleureusement pour ce prix et je me réjouis que vous soyez distingués aujourd'hui. Et je vais vous laisser la place pour une lecture polyphonique et polyglotte. Je voulais dire 2-3 petits mots de remerciement. Vous entendez bien ? Oui. Je voudrais tout d'abord bien sûr remercier les membres du jury. Je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes présents ici, les amis, les proches et les enfants, parce que j'étais très touchée que Gaspard, Anna, Martin viennent de Lyon, Léonard vient de Berlin. Ils sont arrivés aujourd'hui pour être là et je trouve que c'est quand je pense à vous, je pense à cette très belle expression de Janusz Korczak, disant que les enfants, ce sont les princes du cœur. Et quand vous avez fait le voyage, il y aura 2 toutes petites histoires pour vous dans ma présentation. J'ai voulu penser à vous. Et je voulais vous remercier aussi ce que j'appellerais mes invités invisibles, qui m'avaient appris le sens vital de ce que ça peut vouloir dire de traduire, c'est-à-dire tous ceux qui ont été des compagnons pendant tellement d'années, le poète Toyu, Sun Tzu, Tien Dien, Eugénie Goldstern, Nelly Sachs, Rainer Kunze, Yehudi Menuhin. Et je dois dire que je tenais à rendre aussi un hommage, et je suis très contente que Gilles Nadeau soit là, parce que, aussi important que ces poètes, a été la personne qui m'a ouvert la première porte, et c'était l'éditeur Maurice Nadeau, et je suis infiniment reconnaissante. Il y a des portes, quand elles s'ouvrent, ça change la vie.
et il fallait vraiment que ce soit Nadeau pour accueillir, après l'écrasement du printemps de Prague, un poète qui était interdit en Allemagne de l'Est. Et ce soir, je voudrais aussi remercier dans mon cœur Étienne Dolé, parce que pour moi, depuis les années 90, c'est une figure tutélaire. Depuis que je l'ai rencontré pour la première fois, je veux dire, je préparais un séminaire sur les autodafés dans le monde. Et c'était le même moment où j'étais partie sur les traces d'un poète, Peter Kuchel, qui avait été complètement mis à l'écart, passé sous silence, comme on dit, en Allemagne de l'Est. Et j'étais venue voir après le mur, qu'est-ce qui restait dans la mémoire des gens de son village, de ses territoires, qu'est-ce qui restait dans la mémoire de quelqu'un qui avait été passé sous silence. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'association Étienne Dolé. Je ne connaissais pas du tout, je leur ai écrit, et parce qu'ils avaient toute une campagne pour qu'il y ait au moins à Lyon une rue qui porte le nom d'Étienne Dolé. Elle a été inaugurée en mai 2004. Et le hasard a voulu que lorsque, il y a quelques années, je me suis rapprochée de mes enfants et je suis venue à Lyon, près de mon petit Havre lyonnais, il y a cette rue Étienne Dolé, donc il n'est pas loin, je suis contente. Et sur cette plaque, il y a marqué Étienne Dolé, 1509-1546, imprimeur, humaniste lyonnais, mort sur le bûcher. Et si vous voulez bien, j'aimerais vous lire quelques lignes, parce qu'il a beaucoup écrit sur la traduction, parce que c'était un traducteur et finalement il a payé du prix de sa vie. Et voilà, c'est un de ses articles où il dit, une de ses recommandations, « Venons maintenant à la 5e règle que doit observer un bon traducteur, laquelle est de si grande vertu que sans elle, toute composition est lourde et mal plaisante. Mais qu'est-ce qu'elle contient? Rien autre chose que l'observation des nombres oratoires, c'est-à-dire une liaison et assemblement des dictions avec telle douceur que non seulement l'âme s'en contente, mais aussi les oreilles en sont toutes ravies et ne se fâchent jamais d'une telle harmonie de langage. » Et avant de préparer ce petit message que je partage avec vous ce soir, j'ai voulu revoir au musée de l'imprimerie de Lyon le petit cartel qui est consacré à Étienne Dolé, et il se termine par ces mots: « Condamné à périr sur le bûcher après l'étranglement d'usage ». Et en quittant ce bâtiment de la Renaissance, de ce musée, je me demandais, on peut brûler tous les mots d'un livre, mais est-ce qu'on peut étrangler leur âme? Voilà. Je vous présente d'abord très succinctement Mireille. Elle a traduit l'œuvre poétique de Nelly Sachs en allemand chez Verdier, ainsi que sa correspondance avec Paul Celan chez Belin, des poètes vietnamiens, notamment To U chez Philippe Piquet, le poète allemand Rainer Kunze, de Noël, Maurice Nadeau, Chêne et Calligramme Guillemot, mais aussi l'ethnologue Eugénie Goldstern. Elle est par ailleurs l'auteure d'une réflexion très originale sur la traduction, qui s'appelle donc « Traduire comme transhumé », qui a été publiée par Calligramme en 2012. Enfin, son œuvre personnelle révèle ses nombreux liens avec des personnalités étrangères ou françaises comme Aaron Appelfeld, Laurent Schwartz, Yehudi Menuhin, Stéphane Moses. Ses livres s'appellent Une petite fenêtre d'or, 2016, Comme une lettre 2017 et Maison d'âme 2018, ces 3 livres à la coopérative, la maison d'édition fondée par Jean-Yves Masson. Donc, Mireille, ce prix vient couronner donc une très longue fréquentation des langues étrangères. Quelles furent vos premières impressions et vos premiers contacts avec une langue autre que la langue maternelle? Dans une langue dite étrangère, je pense qu'il y a toujours, dans n'importe quelle langue dite étrangère, une part qui nous est familière, et je dirais que c'est notre commune humanité. Pour
parler d'une langue autre que langue maternelle. C'est vrai qu'il y a des langues, leur sonorité, leur accent, les modulations, on ne les connaît pas, on ne connaît pas ces langues, on ne les parle pas, et en même temps, elles nous sont étrangement familières. Et pour moi, tel est le cas d'une langue qu'on nomme peu, on parle toujours de langue maternelle, et qui était la langue paternelle. Et c'est-à-dire, c'était une langue pour moi un peu immémoriale, qui venait de très loin, et je ne l'ai jamais parlé avec mon père, c'était le hongrois, mais je l'écoutais avec beaucoup d'émotion quand il y avait des amis qui venaient à la maison, et j'ai découvert un monde auquel ouvrait cette langue lorsque pour la première fois, petit enfant, je suis allée avec la famille à Budapest, juste après, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les premiers trains qui partaient, juste après l'installation de ce qu'on appelait le rideau de fer à Budapest, retrouver tout ce noyau de survivants, amis et famille, ça faisait qu'un. Et là, j'ai découvert pour la première fois le monde auquel une langue ouvre. Et en l'occurrence, le monde de mon père. Alors on va continuer un petit peu sur ces souvenirs lointains, les souvenirs de l'enfance ou de la jeunesse, et je vais vous demander quelles ont été vos premières lectures et découvertes de textes en langue étrangère. Est-ce que vous y êtes venu sur une initiative personnelle à l'adolescence ou bien orienté par des proches ou des professeurs? Moi, je dirais que mes premières lectures et contacts avec des écritures dans une autre langue, donc une langue hongrois en l'occurrence, c'était les lettres. Et les lettres qui arrivaient de la famille, et ceux qui étaient à Budapest ou ceux qui étaient exilés, dont la seule survivante de notre famille de Slovaquie qui était à Londres. Et donc ces lettres-là, pour moi, c'était ça les premiers textes qu'on peut dire dans une langue autre et en même temps familière. Et puis, je me souviens, il y avait un conte, c'était un livre un peu long comme ça, que la famille avait offert une fois ou envoyé, je ne me souviens pas. Et c'était un conte chinois, mais écrit en hongrois, et que mon père a essayé de traduire en français. Et c'était mon premier souvenir d'un livre, comme tu dis, comme vous dites, excuse, en langue autre, étrangère, et ce conte s'appelait Les Trois Petits Chinois. Et puis il y a eu aussi quelque chose d'important, on l'appelait Tante Thérèse, et c'était une personne qui travaillait, elle travaillait la terre l'été, l'hiver elle tissait la soie. C'est elle qui a élevé ma mère et puis qui a hébergé mon père quand il a été relâché, si on peut dire, de Drancy en 1942, et hébergé, caché, bon. Et elle parlait le franco-provençal. Et de découvrir comment elle parlait avec ses vieilles compagnes, connaissances du village, cette langue qui chantait tellement ce franco-provençal du Dauphiné, et en même temps je me disais ces vies rues des pauvres dans cette petite maison en pisé, mon Dieu, comme il y a des trésors là-dedans. Et aussi quand il a fallu choisir une seconde langue au lycée, mon père m'a dit, si tu veux parler avec la famille, tu dois apprendre l'allemand. Et parce que j'aurais tellement voulu qu'il m'apprenne le hongrois, mais heureusement Guillaume Métayer fait ce que j'ai pas pu faire. Bon, il fait des magnifiques traductions, voilà, Attila József, Fradi, et tous les grands poètes hongrois, et directement, ce qui est très rare. Hein. Et donc, parce que mon père, comme enfant juif, à Balázs-Gyarmat, qui était une localité, une bourgade, a tellement souffert comme enfant, les enfants qui lui lançaient des pierres, et voilà, parce qu'il était un enfant juif, il avait rejeté dans son cœur cette langue. Et l'allemand, comme c'était l'Empire austro-hongrois, et il avait des maîtres qui parlaient allemand, et qui avaient pour lui, enfant juif, des mots tellement horribles, je ne peux même pas vous les répéter, je n'ai même pas pu les traduire, tellement ils sont horribles. Il détestait cette langue, mais moi, je suis rentrée dans cette langue comme dans une maison de mon cœur, parce que je me suis dit, c'était comme un pont qui m'emmenait, enfin, je pouvais écrire directement à ma famille
Voilà, donc, et en plus, c'était en seconde, on commençait déjà à apprendre la poésie. Et donc, il y avait l'apprentissage de la langue, et puis il y avait cette ouverture vers ce monde intérieur qui m'a bien plu, mignon. Mignon de Goethe, tel poème de Heine, donc ça allait très bien. Voilà. Alors on va franchir encore une étape dans le temps et je vais vous demander comment est-ce que vous en êtes venu à la traduction et pourquoi. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où cette nécessité de traduire s'est fait jour et de quelle langue ou texte il s'agissait? Alors quand on dit traduire, c'était vraiment traduire moi-même, quoi, et toc, cette espèce de coup de foudre qu'on a. Et je me rappelle très bien que le vieux professeur Minder, qui m'avait dit, écoutez Mireille, je crois que vous n'êtes pas du tout faite pour faire une thèse, mais écrivez des essais, occupez-vous de poésie. Et il m'avait demandé de rentrer, c'était à la fin des années 60, au moment de l'écrasement du printemps de Prague, il m'avait demandé de rentrer au comité de rédaction de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Et j'ai reçu là un petit livre qui s'appelait Sensible Wege, du poète allemand Rainer Kunze. Et là, je me souviens du moment où j'ai lu ce poème qui portait ce titre-là, et j'ai eu un flash, un coup de foudre. Je me suis dit, il faut le traduire. Et quand je veux dire le traduire, pour moi, ça voulait dire aller au bout de son sens, le plus profond, et puis surtout transmettre cette part d'émerveillement qu'est la rencontre avec l'altérité, avec l'autre. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et donc, voilà, les choses ont commencé comme ça, mais je me suis dit, aucun dictionnaire ne pourra m'aider à comprendre ces mots. Je sentais qu'il y avait une vie là-dessous, une vie. Et même ce mot de sensible, vous allez me dire, elle n'est pas très douée, s'il faut qu'elle voie un poète allemand pour qu'il lui traduise le mot sensible, qui est un mot étranger. Mais je me suis dit, il y a quelque chose là. Et c'était bon, voilà, j'ai pris le train, je suis arrivée à Greif, puisqu'il était interdit à ce moment-là en Allemagne de l'Est. Il avait pu publier par des réseaux clandestins chez Rowohlt à l'Ouest. Et je suis arrivée et il m'attendait sur le quai. Et ça a été le début d'une grande aventure. Voilà. Oui. Alors on va lire un petit texte. Alors je voulais vous lire quelques textes de Rainer Kunze, un qui était de ces années-là justement, qui s'appelle Comme les objets de terre, et c'était inspiré par une lettre du grand poète Jan Katzel de Bohème, qui était interdit aussi à ce moment-là en Tchécoslovaquie, et que Rainer Kunze est un des merveilleux traducteurs. Il avait du reste eu au moment du printemps de Prague le prix de traduction de la Chambre des écrivains de Prague. Et Katzel lui avait écrit « Je recolle les morceaux tel un pot de terre brisé ». Et ce poème, qui est un des premiers que j'ai traduit et qui m'habite toujours, « Nous voulions être comme les objets en terre, être là pour ceux qui le matin à 5 heures boivent leur café dans la cuisine, appartenir aux tables simples. Nous voulions être comme les objets de terre, faits de la terre des champs. Et aussi que personne ne puisse tuer avec nous. Nous voulions être comme les objets en terre, au milieu de tant d'acier qui roule. Nous serons comme les débris des objets en terre. Plus jamais un tout, peut-être une lueur dans le vent. Et un petit poème encore de Rainer Kunze. Il faut savoir que le chardon argenté, c'est une plante qui est au ras de terre. Si vous allez en montagne, vous la verrez, elle n'est pas haute, ce n'est pas les chardons hauts, elle est au ras de terre. Et ce poème dit « S'en tenir à la terre, ne pas jeter d'ombre sur d'autres, être dans l'ombre des autres une clarté. » Et ce dernier petit poème de Kunze, traduire la poésie, peser avec la balance d'orfèvre, et ce faisant, ne pas retenir ton cœur. Suivre encore le poète, là où le vers laisse dans l'obscurité, en répondre sur ta vie.
Alors donc, Rainer Kunze, un petit peu la première étape, la première envie de traduire. Et ensuite, comment est-ce que vous avez été mise sur la voie des œuvres suivantes que vous avez traduites? C'est des rencontres, c'est des commandes, c'est une initiative personnelle. Bon, évidemment, je pense particulièrement ici, d'une part à Nelly Sachs et d'autre part à votre travail avec les Vietnamiens. Et quand vous nous aurez répondu, nous aurons deux petites lectures bilingues en allemand et en vietnamien pour illustrer vos propos. Oui. Alors, pour ma rencontre avec, c'est ça, la poésie, la poésie vietnamienne, je reviens encore à cette première porte qui m'a été ouverte et qui était Nadeau, et je trouve que c'est tout de même très intéressant que Nadeau a accepté de publier des poètes, et en particulier Rainer Kunze et Peter Kochel, qui étaient interdits dans leur pays à ce moment-là, très proches du printemps de Prague. Et en même temps, lorsque apparut ce recueil aux lettres nouvelles, mes amis vietnamiens ont su que j'avais fait ce travail. Ils savaient que c'était quelque chose qui me passionnait, cette approche des gens par la poésie. Et c'était tout un réseau que j'avais eu autour du tribunal Russell contre les crimes de guerre auquel je travaillais. Et il y avait là des délégations qui arrivaient du Vietnam, et on parlait. Et Nguyen Quoc Vien m'a fait passer le message qu'il m'invitait à venir à Hanoï pour rejoindre son équipe de traduire la poésie vietnamienne, la première fois depuis l'indépendance du pays, c'est-à-dire la fin de la colonisation. Et donc pendant 2 ans, j'ai étudié le vietnamien et je suis partie 2 ans à Hanoï pour être sur place. Et ensuite, je suis retournée avec mon petit garçon pour continuer sur le volume des Montagnards. Et ensuite, j'ai travaillé pendant presque 10 ans sur toute cette énorme matière. Pour Nelly Sachs, j'ai toujours été fascinée, enfin pas toujours, mais bon, le pouvoir de sa langue. Et en même temps, j'étais empêchée par les abîmes sur lesquels ouvrait son œuvre. Et puis, un jour, j'ai senti que ça y est, c'était prêt, je pouvais y aller. Et j'ai traduit un peu conjointement ses lettres avec Paul Celan et puis son œuvre. Et grâce à, je peux dire, à l'hospitalité de cet éditeur Verdier et Jean-Yves Masson, qui dirige la collection où il a accueilli cette œuvre. Alors peut-être nous allons commencer par la poésie vietnamienne, puisque c'est dans la chronologie. Je voudrais vous lire quelques vers d'un poète qui s'appelle Thi Lan Vien, et qui ont été écrits sous les bombes au moment de Noël 1972, les B-52. C'était comme une espèce de dernier forcing au moment des négociations de paix, des Américains unis. Le miracle des jours anciens, dans le conte d'autrefois, il était dans la seule main des sorcières. Le miracle d'aujourd'hui est dans la main de ceux qui vont, les pieds nus, le cœur nu. Le miracle est que ceux qui meurent de soif deviennent sources. Peut-être je ne vais pas trop prolonger puisque je ne vais pas prendre trop de temps et on va peut-être passer directement au poème. C'était aussi toute cette génération qui avait rejoint la résistance en 1945 quand le grand rendez-vous avait été manqué, que Ho Chi Minh était revenu de Fontainebleau les mains vides et que les forces les plus réactionnaires de France ont refusé qu'il y ait cette possibilité d'une paix, d'une neutralité du Vietnam, donc la guerre allait durer 30 ans. Et parmi ces poètes que j'ai rencontrés à Hanoï, il y avait le poète Te Hanh. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et puis sa petite fille, Nga, a retrouvé ma piste. Et elle est là ce soir, elle vient de Hollande. Et je lui ai proposé de nous lire un poème de son grand-père. Et elle a eu le courage et puis, oui, la détermination d'étudier, ça n'est plus sa génération si on peut dire, la manière, non pas de lire,
mais de quand il est, la poésie, pour nous faire entendre cette part totalement intraduisible, qui est la musique à l'intérieur des mots. Et moi-même, j'étais tellement, quand je suis arrivée à Noël, je me suis dit, mais jamais je pourrais rendre cela. Et j'ai commencé à apprendre le monocorde qui rend cette vibration intraduisible. Donc, peut-être que je vais la laisser maintenant nous lire, Nga, ce poème de Terragne, qui s'appelle, qu'il avait dédié aux enfants. C'était écrit en 1971, en pleine horreur de ces bombardements, produits chimiques, etc. Bon. Et les enfants qui vivaient dans les tranchées du Sud-Vietnam, des villes souterraines. Et Te Anh a fait partie des premières délégations de poètes et de journalistes qui sont allés sur le terrain dans ces villes souterraines pour témoigner après, à la fin de la guerre. Et les Américains avaient pendu des produits chimiques et il a perdu la vue, là, à ce moment-là. Donc c'est encore, comme on dirait, une autre histoire. Voilà, je te laisse la parole. Merci Bill-Murray. Je vais essayer parce que je suis data scientist par lecture. Bao giờ ngớt đạn bom gửi các em bé miền Nam Việt Nam. Bao giờ ngớt đạn bom cho con lên mặt đất. Để con làm gì con? Con muốn nhìn ông trời, mây cỏ xanh không mẹ. Con muốn nhìn mặt trời, nắng cỏ vàng không mẹ. Bao giờ ngớt đàn bom cho con lên mặt đất. Để con làm gì con? Con muốn nhìn cái cây lá tươi không ha mẹ. Con muốn nhìn cái hoa hương thơm không ha mẹ. Bao giờ ngớt đàn bom cho con lên mặt đất. Để con làm gì con? Con muốn nhìn con đường chạy về đâu ha mẹ. Con muốn nhìn thằng mì nó rồng người không mẹ. Bravo. Parce qu'elle a recherché plusieurs personnes, et en particulier vraiment une des plus belles, comment dire, actrices, Cantille, et encore là, elle s'exerçait avec elle lui a envoyé un enregistrement de ce poème-là, parce que cet artiste connaît aussi bien sûr la poésie de Terragne. Alors je vais vous la lire, et là, j'ai honte, quoi. Enfin je veux dire, je peux vous donner que des mots. Et avec le poète Toyou, on avait dit, on avait fait un livre où on s'entretenait, et on avait fait cette chose. Bon, on a mis un petit disque à la fin du livre où il y avait un monocorde, voilà, qui disait ce que moi je suis incapable de dire. Donc je vais vous donner du sens, mais pas de musique. Donc voilà, question sous terre. Quand il n'y aura plus de bombes, est-ce que tu me laisseras remonter sur la terre? Pourquoi faire, mon enfant? Mais je veux voir le ciel. Est-ce que les nuages sont bleus? Dis, maman. Je veux voir le soleil, la lumière. Est-ce que c'est doré? Dis, maman. Quand il n'y aura plus de bombes, est-ce que tu me laisseras remonter sur la terre? Pourquoi faire, mon enfant? Mais je veux voir les arbres. Est-ce que les feuilles sont en vie? Dis, maman. Je veux voir les fleurs. Est-ce qu'elles sentent bon? Dis, maman. Quand il n'y aura plus de bombes, est-ce que tu me laisseras remonter sur la terre? Pourquoi faire, mon enfant?
Mais je veux voir la route. Où va-t-elle, maman? Je veux voir les Yankees, maman. Est-ce que ça ressemble à un homme? Dit maman. Donc, peut-être maintenant Lisa. Ouais, d'accord. Et Lucie, voilà, qui a aussi fait des travaux magnifiques sur des poètes de divers pays et sur le rapport entre les choses terribles qui peuvent se passer dans l'histoire et le rapport à la poésie comme témoin. Greise. Da, in den Falten dieses Sterns, zugedeckt mit einem Fetzen Nacht, stehen sie und warten Gott ab. Ihr Mund hat ein Dorn verschlossen, ihre Sprache ist an ihre Augen verloren gegangen, die reden wie Brunnen, darin ein Leichnam ertrunken ist. O die Alten, die ihre verbrannte Nachfolge in den Augen tragen, als einzigen Besitz. Vieillard, là, dans les plis de cette étoile, recouverts d'un lambeau de nuit, ils sont là, debout, et attendent Dieu. Une épine a scellé leur bouche. Leur langue maternelle s'est égarée dans leurs yeux qui parlent comme des fontaines où un corps s'est noyé. Ô les anciens qui dans leurs yeux portent leur descendance consumée pour unique trésor. Völker der Erde, Völker der Erde, zerstört nicht das Weltall der Worte, zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses den Laut, der mit dem Atemzug gleich geboren wurde. Völker der Erde, o, dass nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt, und nicht einer Blut, wenn er Wiege spricht. Völker der Erde, lasset die Worte an ihrer Quelle, denn sie sind es, die die Horizonte in die wahren Himmel rücken können und mit ihrer abgewandten Seite wie eine Maske dahinter die Nacht gehend, die Sterne gebären helfen. Peuple de la terre, ne détruisez pas l'univers des paroles. Ne découpez pas avec les couteaux de la haine le son qui fut enfanté en même temps que le souffle. Peuple de la terre, que nul ne pense mort quand il dit vie, et nul ne pense sang quand il prononce berceau. Peuple de la terre, laissez les paroles à leur source, car ce sont elles qui peuvent faire avancer les horizons dans les vrais ciels, et de leur face cachée, tel un masque derrière lequel bâille la nuit, aider à enfanter les étoiles. Difficile de repartir après ça dans les questions. Alors, est-ce qu'il vous arrive de traduire des langues que vous ne parlez pas ou peu? Je pensais particulièrement à l'hébreu. Et comment est-ce que vous procédez alors? Eh bien, moi je dirais que déjà pour l'hébreu, c'est la dernière des langues à laquelle je penserais pour la traduire. Je travaille tous les jours des versets de l'hébreu biblique et pour moi c'est un monde chaque mot et quand je suis là, je me dis voilà, je suis arrivée, c'est une maison d'âme, pas besoin de partir. Or la traduction pour moi c'est vraiment partir, voilà, on va ailleurs. Non, mais traduire des... Alors, c'est incompatible le mot de dire de traduire des langues qu'on ne connaît pas. Mais à 2 reprises, j'ai été confrontée à cette question et cette équation totalement insoluble. Et la première, mais je ne me suis jamais risquée seule.
La première fois, c'était avec Blaga Dimitrova, la grande poétesse des Balkans. En 70, j'avais été invitée à une grande conférence du mouvement de la paix à Stockholm, au moment des bombardements américains, la guerre du Vietnam. Blaga Dimitrova était là. Elle venait de publier un livre où elle racontait son adoption d'une petite fille au nord-Vietnam. Et ce livre venait d'être traduit tout de suite à Berlin-Est. Elle a voulu que je le lise et son rêve, c'était qu'il puisse être traduit en français. Ce livre m'a beaucoup touchée. Elle est venue en France, elle a eu l'autorisation, elle est restée 8 jours, on a travaillé 8 jours et 8 nuits. Et comme elle connaissait, elle était une des grandes figures tutélaires de Julia Kristeva, et donc le livre a pu paraître au seuil sous le titre « L'enfant qui venait du Vietnam ». C'était une magnifique rencontre, mais je garde le souvenir de quelque chose qui est inachevé, et malgré tout son accompagnement, cette proximité, c'est comme si j'étais un aveugle et j'essaye de longer les mots pour voir, voilà. Mais bon, la deuxième circonstance, c'était donc j'étais invitée à Hanoï pour cette anthologie de la poésie vietnamienne. J'avais étudié la langue Kinh, la langue des Vietnamiens, mais le Vietnam est aussi composé de plusieurs dizaines de peuples montagnards en particulier, qui ont des langues toutes totalement différentes. Et que faire pour ce volume? Et donc, il y a le grand poète Thielan Vien, qui avait à cœur que soit sauvé ce patrimoine de l'humanité qu'il savait être, et il le savait à juste titre, menacé de disparaître. Donc il s'est joint, et on a traduit quelques-unes de ces légendes, mais alors qu'est-ce que ça veut dire traduire? On a travaillé avec les ethnologues de certaines de ces peuples montagnards, je refuse le terme d'ethnie, et qui nous ont fait un mot à mot en vietnamien. Ensuite, nous avons retravaillé ce mot à mot en français, et ensuite l'autre étape, mais ça c'est une autre histoire, c'est comment travailler cette oralité, et là j'ai travaillé avec des gens magnifiques au musée dauphinois que j'ai découvert à ce moment-là. Voilà. Et là aussi, je garde le souvenir de magnifiques rencontres, mais quand je repense à ce travail, c'est comme si j'étais sur un radeau, sur des eaux insondables de profondeur. C'est vertigineux. Et le livre a paru les éditions UNESCO Sud-Est Asie avec une préface de Georges Condominas. Voilà. Bien, alors en fait, on a beaucoup parlé de poésie, mais en fait, vous n'avez pas traduit que de la poésie, et vous avez en particulier effectué un très important travail, à la fois pour la faire connaître et puis pour la mettre dans la langue française de l'ethnologue Eugénie Goldstern. Et puis il y a eu également le travail autour du livre de Yehudi Menuhin. Est-ce que vous pouvez parler de ces deux expériences? Je ne voudrais pas gêner quelqu'un, mais je crois qu'est venue ici, un petit peu comme ambassadrice de Zamira Menuhin, Béatrice Fischer-Dieskau. Est-ce qu'elle est là? Oui, c'est moi. Merci. Et voilà, donc je me suis permis de demander à Béatrice Fischer de venir parce que je voulais lire des extraits de Yehudi Menuhin et voilà, c'était aussi une petite aventure dont on va parler ensemble quelques minutes. À l'origine de ce petit livre du violon de la paix, que j'ai composé et traduit, parce que je me suis dit on ne peut pas laisser partir Yehudi Menuhin comme ça, comme qu'il est mort. J'ai eu l'immense chance de pouvoir le rejoindre dans son travail sur la défense des minorités menacées d'Europe, et en particulier les Pomaks et les Tziganes. Et voilà, donc, et puis grâce aussi, ce livre a rencontré l'enthousiasme de quelqu'un à qui je voudrais rendre hommage ici, parce que ce sont de ces figures tellement modestes, et c'était une merveilleuse éditrice, Suzanne Buquet, qui avait composé ce livre, un calligraphe spécialisé pour
la graphie de la musique, et puis des tableaux que j'étais allée chercher d'une grande amie d'Yehudi Menuhin. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un travail d'équipe très poignant. Et donc, je vais vous lire quelques passages du Violon de la paix, donc de l'anglais. Et puis, Eugénie Kolstern, c'est aussi une histoire de rencontre, parce que je pense que pour moi, traduire, c'est rencontrer. Voilà, et faire entendre des voix. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un grand ami, Jean-Claude Duclos, qui avait créé le musée de la résistance et de la déportation en Isère et qui dirigeait le musée dauphinois. Et un jour, je terminais la traduction de Nelly Sachs, il m'a parlé d'une jeune ethnologue née à Odessa, chassée par les pogroms, arrivée à Vienne, et où elle n'a pas pu étudier, mais qui rêvait d'ethnologie. Et bon, elle a fait son chemin, je ne peux pas vous donner tous les détails maintenant, mais elle est devenue vraiment la grande spécialiste des Alpes. Et elle a traversé toutes les Alpes, des Balkans jusqu'à la Savoie. Et je dois rendre hommage ici à cette figure, parce qu'elle a été la pionnière de l'ethnologie participative, arrivant dans la neige, à Bessan, habitant chez les gens, travaillant avec eux, c'était la pionnière. Et ensuite, la pionnière aussi de la photographie ethnographique. Elle avait appris à être achetée à Vienne, toute jeune. La pionnière aussi, elle a essayé de faire des enregistrements, des différents parlers, et elle a été chassée par la guerre. C'est encore une autre histoire. Et la pionnière, et là je me tourne vers les enfants parce que j'ai choisi pour vous quelque chose qui va peut-être enfin un tout petit peu vous parler ce soir, c'est qu'elle était elle a été la pionnière et peut-être la seule à s'intéresser aux jouets des enfants avant l'époque industrielle. Et elle est allée dans les vallées, elle a parlé avec les petits-enfants, elle avait aussi un amour des langues vivantes et elle a collecté des jouets qu'elle a donnés ensuite au musée de Vienne et fait avec des branches, avec des os, avec des pommes de pin. Certains parmi vous, des petits-enfants, savent qu'on peut faire aussi des poupées avec du maïs, enfin voilà, tous ces jouets-là. Et donc, j'ai choisi un petit passage en pensant aux enfants, mais ça sera pour tout à l'heure. Alors, je commence par Yehudi Menuhin. Un tout petit extrait de ce livre du Violon de la paix. Il a quoi? 13 ans par là? 12 ans, 13 ans. Lorsqu'à la fin de l'été 1927, Enesco quitta Paris pour la Roumanie, commença pour moi le voyage vers l'Est et vers le passé, qui devait durer toute ma vie, en empruntant les voies romantiques de l'Orient Express. C'était un enchantement intérieur. Je pressais mon nez contre la vitre et regardais l'Europe centrale se déployer avec cette mystérieuse sensation de déjà-vu, comme un rêve familier revisité. Soleil, terre, végétation, habillement, plus nous nous éloignions vers l'Est, plus les couleurs de toutes choses devenaient éclatantes, plus nous nous rapprochions des contrées qui avaient façonné ma mère et Georges Enesco, plus je pénétrais profondément en moi-même. L'automne arriva, tandis que nous étions à Sinaï, mettant aux arbres des couleurs de feu et aux montagnes leurs éclats de cuivre. Un ou deux pins solitaires se détachant en sombre contraste sur les jaunes, les ocres, les ors, les rouges des bois, offraient à mes leçons un imposant arrière-plan. Enesco m'emmena avec mon père écouter un violoniste tzigane à la terrasse d'un café. J'étais saisie de le voir produire des sons aussi extraordinaires à partir d'instruments primitifs, utilisant des archets tendus de crin brut. Sur mon insistance, Abba invita quelques-uns de ses musiciens à venir chez nous, où nous sommes mesurés, nature contre nature, eux jouant un répertoire aussi cru qu'un cri d'oiseau, et moi jouant l'équivalent polissé, les trilles du diable de la sonate de Tartine. Leur chef me donna des paniers de fraises sauvages, et je lui offris l'un de mes 3 archers Sartori, montés or. En 1945, Yehudi revient en Allemagne donner des concerts pour les survivants des camps. Il écrit « Au camp de Bergen-Belsen, nous jouâmes 2 fois en un après-midi. Je n'oublierai jamais cet après-midi, aussi longtemps que je vivrai.
Parmi les survivants, il y avait un petit garçon de Cigane, dont la douceur et le pathétique me frappèrent tellement que si ma vie personnelle n'avait pas été un tel chaos, je l'aurais adopté sur le champ. Dans les 30 ans écoulés depuis cet après-midi-là, plusieurs personnes parmi ces publics de Belzec sont venues après mes concerts, se faire connaître. Elles avaient retrouvé vie en Israël, en Australie ou ailleurs. Mais le petit garçon de Cigane, je ne l'ai jamais revu. Alors maintenant, mes petits-enfants qui sont là, je vous ai préparé quelque chose. Voilà, c'est pour vous, c'est pas pour les grandes personnes. C'est un extrait, un petit texte que j'ai traduit, parce qu'on m'a demandé de lire des choses que j'ai traduites, de cette Eugénie Goldstern. Alors vous voyez, vous êtes un peu séparés, mais je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un coq. Vous voyez un coq? Vous voyez? Et puis il y a un monsieur, Anna qui connaît bien le cheval, il est assis bizarrement. Le coq est comme ça, le monsieur il est comme ça, avec ses deux jambes-là. Et c'est un magicien, et il volait dans tout le ciel de Pologne, assis comme ça. C'était une légende, enfin je crois, hein, je pense. Voilà. Et donc, Eugénie Goldstern, son premier texte qu'elle a écrit en allemand, qui n'était, comme Kafka, pas sa langue, qui était sa langue intellectuelle, si on peut dire, elle a décrit ce petit oiseau. Et alors moi, je vous ai apporté, parce que certains d'entre vous connaissent ce petit oiseau qu'on a à la maison, vous connaissez, hein, un petit oiseau en terre. Je vous l'ai apporté, si vous voulez voir, c'est un sifflet. Puis vous savez, si on met de l'eau dedans, ça fait le rossignol. Hein. Ils savent ça. Et donc, je voulais que vous voyez tout ça. Et donc voilà, alors je vous lis la première petite histoire. C'est Eugénie Goldstern parle de ce monsieur magicien assis sur son coq. Et elle dit que c'était l'art populaire de la ville de Czestochowa, écrit en 1912, qui était occupée par la Russie à ce moment-là. C'était un petit sifflet en terre, peint de toutes les couleurs. Et elle écrit « Il en existe une sorte qui ne peut pas manquer de frapper, parce qu'il se présente sous la forme d'un coq, qui est comme une monture de cheval, et le cavalier, selon les informations recueillies auprès des marchands, n'est autre que le magicien Twardowski. Il mesure 11 cm de large, 12 cm de haut, il est en terre, peint en rouge vif et décoré d'or. L'embouchure se trouve dessous, car souvent sur le devant. Et Twardowski est dans le costume d'un seigneur polonais du XVIe siècle. Il a une selle en or, il tient une épée dans sa main droite et les rênes dans sa main gauche. Et si on voit comment cette figure est faite, on ne peut pas ne pas être étonné de cette position contre nature. Et elle s'est interrogée, parce qu'elle est, au fond, elle a un cœur d'enfant, cette ethnologue, elle pose plein de questions. Elle se dit, mais pourquoi? Et elle dit, mais oui, en effet, le cheval et le coq jouent un rôle très important dans les contes et les légendes slaves, parce qu'ils sont sacrés pour le dieu slave qui s'appelle Svanteli. Le cheval blanc, tout particulièrement, il était très respecté. Et on disait même qu'il avait le pouvoir de deviner les secrets. Et le coq, lui, il annonçait la nouvelle lumière du jour, et donc il était l'animal favori du dieu Svanteli. Et lui, elle dit, c'est pour ça certainement, parce qu'elle aime bien expliquer les choses, qu'il y a beaucoup de coqs qui se trouvent sur les clochers des églises, des chapelles et des mairies. La deuxième chose que je voulais vous lire, je m'excuse les enfants, voilà, c'est une salière qui a une forme d'oiseau. Voilà, et elle s'est interrogée là-dessus, parce qu'elle s'est interrogée sur tout. Et ce qui l'a frappée, c'est que partout où elle allait, à Bessan par exemple, en Savoie, elle a vu des enfants qui jouaient avec ces salières, c'est-à-dire on ne s'en servait plus, elles étaient un peu abîmées, donc ça devenait des jouets. Et elle s'est demandé pourquoi. Elle dit que ces récipients, c'était des récipients à sel, ça remonte beaucoup plus loin, jusqu'au Moyen-Âge, elle dit même jusqu'au début de l'ère chrétienne, et elle dit même qu'on peut en trouver dans des récipients préhistoriques. Elle aime bien remonter l'histoire et comprendre ce qui se passait. Et alors elle s'interroge pourquoi il y a une silhouette d'oiseau sur des récipients à sel. Vous vous êtes jamais demandé ça, hein? Je suis sûre que personne ici s'est demandé. Eh bien, elle dit que dans beaucoup de civilisations, les formes d'oiseaux, les récipients, c'était destiné à des boissons qui procuraient l'immortalité, c'est-à-dire qu'on ne mourrait pas si on buvait dans ce récipient qui a une forme d'oiseau.
Or, elle dit que le sel, c'est une matière qui éloigne tout ce qui est putride, ce qui est mauvais, et ça fait garder la vie. Elle dit qu'on le retrouve dans la Bible, chez Homère, etc. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Eugénie Goldstern, elle a, donc, à partir de 1924, ça ne concerne pas directement les enfants, mais tout de même, les grandes personnes, on va leur dire aussi quelque chose. En 1924, les idéologues, parce que l'ethnologie, c'est une science naissante à l'époque, l'anthropologie, l'ethnologie, eh bien, très, très sensible sur l'âme des peuples, eh bien, c'est l'idéologie nazie. S'est installé en Autriche, à Vienne, dès 1924, les grands idéologues du nazisme se sont installés dans l'ethnologie, et Eugénie Goldstern a été totalement écartée. Ces objets ont été mis sous des réserves inaccessibles. Voilà. Et donc, elle s'interrogeait. Elle est morte à Sobibor, je ne commande pas, vous savez ce que ça veut dire. Mais cette étude sur les jouets, qui est extraordinairement fine, elle s'interroge à la fin en disant, mais au fond, moi je me demande si ces objets, on peut se demander si ce n'est pas des résidus d'objets cultuels ou d'amulettes. Et elle dit ça, c'est un champ de recherche, je n'ai pas les éléments, mais il faudrait creuser ça plus loin. Et je trouve que c'est un sujet magnifique de réflexion. Voilà, merci les enfants d'avoir écouté mes histoires. Bon, le temps tout court, donc on va un petit peu condenser la fin de l'entretien, mais en fait qui est plus axé sur... on va laisser un tout petit peu le champ de la traduction pour évoquer rapidement votre essai, dont on a un petit peu parlé, qui marque vraiment une page, un tournant, enfin, c'est une réflexion importante sur la traduction, et je crois que c'est à lire absolument, qui s'appelle Traduire comme transhumer. Et puis peut-être que vous pouvez terminer sur le rapport, je sais que vous êtes très pudique sur la question, mais entre votre écriture personnelle et puis votre travail, votre œuvre de traductrice. Alors je vais faire très très vite, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que, notre président du jury a dit l'essentiel, voilà, c'est l'histoire d'un berger, la transhumance. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la transhumance. Par contre, je voudrais vous dire très rapidement que pour moi, voilà, eh bien, à chaque chantier de traduction que j'ai eu, j'avais pas d'a priori, voilà, chaque sujet ou chaque œuvre m'a permis de découvrir une méthode appropriée, quoi. Voilà, et je pense que c'est ça l'artisanat au fond. La matière vous dit, voilà. Rainer Kunze, ce qui a été très important pour moi, c'était l'importance de la voix, de l'intonation. Donc je suis allée le voir, parce que quand on entend lire, on comprend un tout petit peu. On sent qu'il y a quelque chose derrière les mots. Voilà. Et puis les images chez lui sont toujours dans un contexte très précis. Alors comme il est lié à l'histoire de son pays, on a travaillé ensemble. Le Vietnam, pour moi, ça a été, j'avais un cahier et il y avait 2 lignes. Une ligne en haut, c'était ma pauvre connaissance du vietnamien, la surface. Et dessous, c'était les sources, ce que les poètes me disaient, mais attends, ce mot-là dans le dictionnaire, c'est ça. Mais attends, si tu remontes dans l'histoire, dans l'imaginaire, c'est ça. Voilà. Nelly Sachs, alors elle, il y avait 4 cahiers. Voilà, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails, mais qui finalement, ça s'est avéré que ça correspond aux 4 cahiers fondamentaux de l'approche des textes de grande spiritualité. Il y a le niveau des mots, il y a un niveau ensuite d'analogie, d'analyse, ensuite de symboles, et puis un sens, un lien. Enfin, il y avait 4 cahiers. Et Yehudi Menuhin, c'était sa voix. Quand on a entendu Yehudi Menuhin, ça continue à chanter dans votre oreille. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait comme traductrice, c'est quand le livre, Zamira Menuhin a reçu ce livre, j'étais à ce moment-là, j'avais une bourse au collège des traducteurs à Arles, le téléphone sonne, et Zamira me dit, écoutez, je reçois ce livre, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est la voix de mon père. Et bien pour moi, c'est le plus beau compliment. Voilà, la ferveur et la voix de cet homme. Voilà. Et puis Eugénie Goldstern, ça c'est une grande histoire.
parce qu'elle a écrit dans une langue comme Kafka, qui était une langue non de territoire, mais en même temps, voilà, vous imaginez cet allemand, qu'elle sait, bon, et qui était une langue qui pensait la langue. Ensuite, partout dans toutes les vallées où elle était, elle a respecté le vocabulaire, et donc pour faire ce travail, j'avais toute une équipe voilà, d'ethnologues, de vétérinaires, et des gens qui connaissaient admirablement le nom des objets dans telle langue. Enfin voilà, c'était un suprême artisanat. Je ne sais pas si j'ai répondu rapidement. L'autre question qui est... voilà, je ne sais pas comment répondre à la question sur le rapport entre la traduction et l'écriture. Un jour, j'ai demandé à Arne Appelfeld s'il traduisait. Et il m'a dit, mais non, je suis déjà tellement occupée avec mon écriture. Et c'est vrai que quand on lit son livre qui s'appelle L'enfant qui, en français c'est traduit comme ça, l'enfant qui voulait dormir, on voit qu'il écrit à partir d'une langue d'âme. Et pour moi, traduire, ça a toujours été prendre des chemins de traverse pour aller à l'extrême de la rencontre, l'extrême de l'écoute. Et là, tout au bout, on rencontre des abîmes, on rencontre des émerveillements extraordinaires. Et tout au bout, peut-être, j'ai retrouvé ce que j'appellerais ma maison d'âme, ou une langue natale, ou peut-être que là, il y a un espace pour la propre écriture. Et je terminerai juste par 2 lignes. Ce sont celles qui me sont venues quand j'ai terminé Eugénie Goldstern. Oui, c'est ça. Je me souviens bien de ce matin de fonte des neiges où, assise à une antique table, sous les poutres noircies, soudain, je réalisais que l'étranger, ça n'est pas moi. Pardon, je m'excuse. Soudain, je réalisais que l'étranger, ça n'est pas l'autre. C'est moi qui ai tout à apprendre et à comprendre de lui. Et ce fut sans doute ma plus essentielle leçon de traduction. Ouais.